Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve dans ce podcast à quelques jours du départ du Tour d'Italie pour présenter justement ce Giro 2022, le parcours, les favoris, les outsiders, avec un point également sur les sprinters, pour pas parler que des coureurs du classement général, et on regardera également les chances de nos coureurs français. Ils sont 13 au départ avec notamment Romain Bardet, Guillaume Martin et Arnaud Démare. Pour faire la présentation et avoir un peu leurs avis, leurs pronostics, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Théo pour commencer, salut Théo. Salut à tous, ça commence à faire beaucoup que je viens là, j'enchaîne. C'est très bien, avec plaisir. On continue avec Johan, salut Johan. Salut Mathieu, salut Théo, salut Anselme. Eh bien Johan, tu m'as précédé. C'est Anselme pour terminer l'équipe. Salut Anselme. Salut tout le monde. Eh bien voilà, vous savez tout. Attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les favoris, on va parler tout d'abord du parcours, faire un point sur le parcours de ce Giro 2022. Il partira pour la première fois de Hongrie, de l'Europe de l'Est, c'est la première fois pour un grand tour que ça part de l'un de ces pays-là. Avec donc 3 étapes en Hongrie, une étape pour puncher on va dire, avec une arrivée en bosse, un contre-la-montre sur la deuxième étape et une étape à peu près toute plate le troisième jour, avant un transfert vers la Sicile, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup plus proche pour l'Italie. Mais enfin, voilà, là j'ai juste dit le grand départ, ce que c'est, mais je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez globalement de ce Tour d'Italie, et dire un petit peu aussi les points qui vous semblent intéressants. Johan, je vais te laisser commencer, parce que je sais que tu as souvent un avis bien tranché sur les sur On va commencer en douceur, dans la bienveillance. C'est ça, voilà, on commence vraiment tranquille. Ah, c'est nul. Oh là là, c'est terrible. Non, alors, il y a, déjà le transfert vers la Sicile, c'est un scandale. Là, ça m'arrêterait une petite grève des coureurs, juste pour faire chier. Mais oui, parce que si on regarde un peu géographiquement, le point le plus proche de l'arrivée à Balaton-sur-Ed, c'est quand même du côté de Trieste, c'est à 500 km, la Sicile c'est à 2000 bornes. Mais oui, pourquoi faire un petit transfert en auto, en bagnole qui dure 4 heures? Non, on va aller faire un transfert de folie pour aller à l'autre bout de l'Europe, c'est bien. Bien écologique aussi. Ouais, magnifique. Ah, c'est comme Israël, c'était beau aussi ça, bref. Il y a un gros problème d'équilibrage de tracé parce que toute la montagne est globalement en dernière semaine. Les 2 premières semaines, ça va être long, on va avoir beaucoup de sprints, des étapes de baroudeurs où le peloton va pas jouer grand-chose, des arrivées de courses de côte où les grimpeurs vont s'expliquer juste dans les derniers kilomètres. Ça va être long jusqu'à la fin. C'est le Tour d'Italie, donc il peut toujours se passer des trucs, mais c'est quand même pas le bon parcours pour ça. C'est mal équilibré. Il y a des étapes qui sont sympas, mais même jusqu'à la fin, après, les étapes de montagne ne sont pas forcément dans le bon ordre, donc c'est pas ouf. Donc un Giro, un parcours nul, pas ouf pour Johan. Anselme. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Déjà ils se sont gourés parce que ils ont mis le prologue à la deuxième étape. Alors techniquement c'est pas un prologue puisqu'il fait plus de 1000 km. Oui, on est à 9, donc... Mais oui, dans l'esprit c'est ça. Globalement je suis un peu d'accord avec Johan, c'est pas incroyable. Pour moi déjà il manque une vraie taponne. Là on n'a pas de vraie étape d'enchaînement de col à vraiment plus de 200 km. On en a une qui tape les 202 km. Mais enfin, on est loin d'un truc vraiment effrayant. Et pareil, les étapes de montagne, il n'y a pas vraiment d'enchaînement de col. Elles sont pour moi pas vraiment propices à des mouvements lointains. La première, on arrive à l'Etna, mais comme souvent quand on arrive à l'Etna à la 4e étape, on va avoir un groupe de 10 coureurs qui va arriver en haut. Donc je sais pas, je suis un peu mitigé. Il y a 2-3 étapes pour baroudeur sympa, mais même celle-là, je vois mal les favoris bouger, que ce soit par le tracé, soit par l'emplacement dans la course. Elles arrivent trop tôt. La seule, on va dire, positionnée presque intelligemment, c'est la 14e à Torino, mais toute la montagne reste à faire à ce moment-là, donc personne bougera.
Donc c'est un peu dommage. Après, comme l'a dit Johan, c'est le Giro, donc on peut avoir des surprises, mais rien de très transcendant pour moi. Théo, est-ce que tu vas apporter un peu de positif sur cette analyse de parcours quand même? Je vais essayer. Bon, dans l'ensemble, je suis quand même plutôt d'accord, mais je vais essayer de trouver du positif. En positif, moi, il y a l'étape de l'Etna, moi, elle me dérange pas particulièrement. Enfin, à part le fait que le transfert artistique, c'est ça qui est aberrant. L'étape en soi, elle me dérange pas, c'est devenu presque une habitude. On sait qu'il va pas forcément se passer grand-chose, mais franchement, une première étape de montagne, 4e jour de course, je déteste pas forcément. Par contre, la deuxième semaine, je la trouve vraiment très très mal faite. Et surtout, les étapes de montagne, il y en a quasiment aucune qui, j'ai l'impression, vont vraiment encourager en fait les attaques, les trucs comme ça. C'est genre, quand tu vois l'étape 15 qui se finit à Cogne, et qui on en a, enfin on parle, et genre c'est 22 bornes à 4% de moyenne, enfin tu peux rien faire là-dessus. C'est vraiment genre, c'est genre comment ruiner tout le reste de l'étape qui pourtant était quand même bien faite. Donc non, et la fin du Giro, moi j'aime bien, hein, toujours c'est le festival, festival. En termes de difficulté, en termes d'étapes de montagne, on enchaîne, ça s'arrête jamais. Et pour finir, le fameux chrono dernier jour de course qui peut réfréner beaucoup de velléité. Donc dans règle générale, je suis quand même plutôt déçu. Hein. Par rapport au parcours qu'on a eu ces dernières années du Giro, comment est-ce qu'on peut comparer ce parcours de cette année 2022? Ça reste dans la norme. Je veux dire qu'on est sur peut-être un peu en deçà, mais globalement dans la tendance actuelle. Je trouve qu'ils font comme dans la tendance actuelle, la tendance est suivie, mais ils font en moins bien. Sincèrement. Mais après, sinon, alors, Anselme en parlait un petit peu. Au final, est-ce que ça va vraiment avoir une influence sur la course, ce parcours que vous critiquez? Non, si, quand même. Enfin, si tu mets pas du tout. C'est les coureurs qui font la course. Ouais, on va voir Bardet et Landa qui vont attaquer à 70 bornes d'arrivée sur une étape plate en plein milieu de la plaine du Pô, ça va être magnifique. Non, mais si t'as pas de quoi faire la course, tu peux pas faire la course non plus, ça c'est limite. C'est sûr que c'est coureurs qui font la course, mais on l'a vu récemment au Tour de Romandie. Quand le parcours il pousse pas trop à ça, c'est pas terrible non plus, quoi. Et après aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est un Giro qui favorise les grimpeurs? On va quand même le signaler. Il y a 26 km de contre-la-montre au total, 9 sur la deuxième étape et 17 sur la dernière étape à Vérone. Un dernier contre-la-montre qui se fait en plus en partie en bosse. C'est le total le plus faible sur un Giro depuis 1962. Est-ce que justement, ce côté-là d'avoir très peu de kilométrage contre la montre, ça donne un argument en plus pour des purs grimpeurs? Clairement, c'est logique. Hein. Des grimpeurs qui sont moins bons en chrono vont être avantagés par l'absence de véritables chrono, de chrono long. Le seul chrono qui est un peu long, il a quand même une difficulté au milieu, donc ça va lisser les écarts. C'est clairement à leur avantage. Mais après, par contre, c'est pas forcément à l'avantage du spectacle, comme on parlait sur le parcours. Oui, ça va être à l'avantage des grimpeurs, mais c'est pas pour autant qu'ils vont attaquer de loin et faire des grosses envolées. Et pour finir sur ce parcours, quelles sont pour vous sur le papier les étapes clés pour la bataille du général de cette victoire finale du Giro? Moi j'avais noté la 9 au Blocos, où on aura le premier aperçu des forces en présence. J'ai envie de dire, on ne gagnera pas le Giro là-bas, mais on peut le perdre, évidemment. Je pense qu'on peut le gagner. Hein. Sincèrement, je pense qu'on peut le gagner aussi. Hein. Je suis pas d'accord, parce que Quintana, quand c'est en 2016, on le voyait gagnant après le Blocos, et au final non, donc je mettrais quand même une petite attention. C'est pas celui qui va gagner au Blocos qui va gagner le Giro, mais je pense que c'est un bon indicateur quand même. Je pense que c'est vraiment le premier gros indicateur de la course. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis en étape clé d'ailleurs. Bravo. Bon choix. Alors ça se complimente. Johan, qu'est-ce que tu verrais aussi comme étape clé en dehors du Blocos qui sera sur la 9e étape? Pour moi, il y a les étapes 16 et 17 qui sont les étapes de montagne les plus évidentes pour avoir un peu des écarts à la pédale. Le reste, je trouve, c'est un peu plus, va falloir un peu plus attaquer, un peu plus, on essaie d'anticiper un peu plus. Donc, je suis pas convaincu que ça va faire beaucoup de différence. Surtout que la 16, on a un petit enchaînement entre Teglio là et la montée de Valico di Santa, où il n'y a pas de vallée entre les deux. Bon, ok, ça culmine à 800 mètres, mais quand même.
Donc voilà, les étapes 16 et 17, les arrivées à Aprica. Alors l'étape d'Aprica où il y aura le Mortirolo au milieu, mais pas son versant le plus difficile. Et l'étape 17, l'étape de Lavarone, avec l'enchaînement dans le final avec le Passo del Vetriolo et la montée vers Monterover, avec une arrivée qui sera jugée 8 km après le sommet, sans vraiment de descente. Ouais, mais c'est pareil, le Mortirolo, il y a énormément de vallées après, et puis t'as une petite vallée entre les deux aussi, donc c'est pas... Et au final, personne me cite l'avant-dernière étape, la dernière étape en ligne qui arrivera Si. au Passo Fedaya. Bah, voilà, allez, en étape de montagne qui n'a pas été citée, c'était quand même celle-ci qui ressort parce que malgré tout, t'as des gros pourcentages à la fin. Donc, bon, c'est pas sûr que ça fasse des écarts, hein, parce qu'en fin de tour, Ouais, quand mais les organismes sont cramés, c'est tu peux pas avoir, forcément tu faire peux, de ouais, retard, tu peux avoir un peu l'effet Zoncolan de tout le monde au final est pas loin à 30 c'est ça. secondes des uns des Tu autres. peux l'avoir, mais tu peux voir peut-être une grosse explosion ou un mec qui vraiment est plus frais que les autres. Enfin, t'as des possibilités. Et moi, en 2 étapes, mais pas pour le général que j'avais envie de noter, c'est quand même les étapes 7 et 14 que j'ai envie de voir individuellement au moins. Parce que elles ont du potentiel, pas forcément pour le général, mais la course peut y être jolie, quoi. Donc là, c'est deux étapes pour Puncher, hein, l'étape 7 vers Potenza et l'étape 14 vers Turin, avec un circuit autour de Turin qui emprunte notamment la montée de Superga, qui a vu récemment à plusieurs reprises l'arrivée de Milan-Turin. Donc c'est une montée que certains coureurs connaissent, en tout cas au départ de ce Tour d'Italie. Typiquement, l'étape 14 ça aurait été une super étape pour finir le Giro. De ouf. Alors, à la place de l'étape 20. T'as une belle arrivée à Turin, enfin c'est un peu classique. Belle étape où ultra vallonnée et tout, avec des bosses, tu peux faire un peu des différences, tu peux avoir des coups tactiques où tu sais pas trop ce qui va se passer. Enfin, ça aurait été génial en fin de Giro, quoi. Et par contre, pour revenir sur la 20e étape, si je dis pas conneries, c'est le seul moment où on passe les 2000 mètres d'altitude. Tout à fait. Et ce qui peut jouer, on sait que ça a son importance. Et ça, c'est peut-être un défaut aussi plus surprenant. Le Giro, d'habitude, on a quand même pas mal de cols où on passe les 2000 mètres. Et surtout que cette année, c'est couillon parce qu'il n'y a pas beaucoup neigé cet hiver. Donc ils auraient pu aller très très haut sans trop de problèmes. Et surtout que Ouais, même s'il neige, il n'y aura pas de problème de retransmission de télé, hein, puisque la production internationale a changé. Maintenant, c'est l'entreprise qui produit les images pour le Tour de France, par exemple. C'est nul. Putain, on pourra plus se plaindre sans craquer sur le Tour de France en même temps, du coup. T'imagines le moment où Bardet attaque, on perd les images et tout, il est tout seul devant, on sait pas ce qui se passe, ça on pourra pas l'avoir. Vous voulez dire que j'ai pris Eurosport cette année et je vais avoir les images? Quel dommage. Non, c'est quand même une bonne nouvelle, ça. Après, est-ce qu'ils ont changé de GPS? C'est aussi ça la question. Ah bah ça, il faudra voir. Non, il faut pas. Pas trop de changements d'un coup. Ouais. Pas trop d'un coup. Faut garder un peu les bonnes traditions. Enfin, bonnes, je sais pas. Attends, c'est un peu c'est le cyclisme à l'ancienne. Le Giro, c'est le cyclisme romantique, donc. Quand même. Bon, on va garder un peu de sérieux, mais je sais que vous en avez pas beaucoup, mais on va parler des favoris de vos favoris pour ce Tour d'Italie. Je vais vous demander chacun le coureur que vous voyez remporter le Tour d'Italie ou que vous voyez vraiment faire une super performance sur ce Giro. Juste vous demander chacun le coureur que vous avez choisi et après on détaillera. Théo, je vais te laisser commencer. Qui est-ce que tu vois remporter ce Tour d'Italie 2022 ? J'ai fait dans l'originalité, j'ai pris Richard Carapaz. Johan, de ton côté? Eh ben, Romain Bardet. Bon, une chance française. Et Anselme, pour finir? Podium sur sa première participation, il a bien progressé depuis. Alejandro Valverde. Bon, ben, on y reviendra, Alejandro Valverde. Peut-être le pronostic le plus osé parmi vous trois, on verra. C'est vous qui me direz ça. On va commencer donc par Théo Richard Carapaz, vainqueur du Tour d'Italie en 2019. Il a pas beaucoup couru récemment. Il a fait 2e du Tour du Catalogne. Il a pas terminé les courses par étapes qu'il a couru auparavant, comme Tirreno Adriatico, le Tour de la Provence ou l'Étoile de Bessèges. Pourquoi, toi, est-ce que tu vois Richard Carapaz remporter le Giro cette année? Bah, je pense que c'est quand même le choix le plus évident, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur à peu près tous les autres favoris. Lui, bon, il a eu un début d'année qui est un peu compliqué, mais son passé quand même, il a déjà gagné le Giro. Sur tous les grands tours qu'il fait, en voulant jouer général, il réussit bien. Enfin, c'est vraiment c'est la valeur sûre, c'est vraiment l'assurance tout risque. S'il n'a pas de soucis, etc., il devrait bien performer. Et moi, je le vois, parmi les meilleurs en montagne. On a dit que c'était quand même un Giro qui favorisait les grimpeurs. Donc non, pour moi, tous les feux sont ouverts parce qu'il a fait que monter en puissance.
On a vu qu'il était capable d'attaquer même pour la Catalogne. Enfin, c'est vraiment normalement c'est voie royale pour lui. Après, bon, il a des adversaires parmi ceux qui ont été cités ici, mais même d'autres. Par rapport justement à son niveau en montagne, hein, on a vu notamment au Tour de Catalogne, il fait deuxième du général en attaquant sur une étape avec Sergio Higuita, où finalement pas forcément grand monde ne s'attendait à ça, et l'Équatorien et le Colombien ont renversé la course. Mais pour le coup en montagne c'était un peu plus compliqué pour lui, ça ne t'inquiète pas pour ce Giro? En fait, en fait, ça dépend quand est-ce que c'était. C'était pas, enfin, sur le Catalan, ça n'a pas vraiment été super compliqué. Et je pense qu'il montait en puissance parce qu'on voyait vraiment son début d'année où il était plus ou moins à la ramasse. Et là, vraiment, c'est une montée en puissance qui fait que, bon, en fait, j'ai confiance qu'il soit à son meilleur niveau ou en tout cas très très proche de son meilleur niveau sur ce Giro. Et du coup, à son meilleur niveau, pour moi, en montagne, c'est le meilleur avec peut-être Lopez dans le Lopez et Yates qui sont bons aussi, mais encore plus, qui sont moins consistants quoi que lui. Donc c'est pour ça que j'ai plus confiance en lui. Et après aussi, chez Ineos, il sera bien entouré, hein. Il y aura notamment Richie Porte, Pavel Sivakov, ça joue aussi pour toi? Castroviejo en termes d'équipier, c'est quand même un des meilleurs équipiers que tu puisses avoir en montagne et un peu partout d'ailleurs. Donc non, oui, clairement, l'équipe, elle est vraiment très très forte. Donc non, ouais, c'est aussi une des raisons, bien sûr. Johan Anselme, qu'est-ce que vous pensez de votre côté de Richard Carapace pour ce Giro? Ah bah moi c'est celui que j'aurais pris si ça n'avait pas été pris avant, donc Fallait être plus rapide, hein. Pareil. Ouais. Enfin, C'est- pour moi, c'est c'est- le favori numéro 1. ouais, c'est le favori évident, enfin celui qui a les plus grosses rêves récentes, qui n'a pas été pris en défaut récemment sur les grands tours. Il y a pas d'autres coureurs vraiment de son calibre actuellement dans la start list. Et finalement, quand je citais justement les étapes de montagne du Tour de Catalogne, ça n'a pas inquiété Théo qui dit que Richard Carapace montait en puissance. Bah déjà il a encore 2 semaines pour monter en puissance, hein, donc pas besoin d'être en forme très très tôt sur ce Tour d'Italie. Donc. Sachant qu'en plus il sort d'une préparation chez lui en Équateur, il a pas couru depuis la Catalogne. Et voilà. Autant le Tour de France ça marche pas forcément, mais Tour d'Italie généralement même en arrivant directement des entraînements en altitude ça marche pas trop mal. Donc, Bon, du coup, Richard Carapace, par rapport à la marge qu'il peut avoir, alors vous me dites favori numéro 1, ok, quelle marge il peut avoir sur le papier par rapport aux adversaires pour la victoire finale? Ce que tu entends par marge, c'est-à-dire sur les étapes de montagne? Ben, sur l'ensemble de ce Giro, En temps? je veux pas vous demander je veux pas, Alors, je veux pas te demander de dire à Carapace, c'est il aura- 33 secondes. Hein. Mais en vrai, moi, la marge, je la vois. Ça dépend en fait. Ça dépend parce que pour moi, comme j'ai dit, les deux personnes qui peuvent lutter contre lui en montagne, enfin, qui me paraissent avoir son niveau en montagne, ça peut être Simon Yates et Lopez. Mais en fait, c'est à voir parce que Simon Yates et Lopez, c'est tellement en dents de scie leur niveau selon les étapes que du coup, s'ils sont à leur meilleur niveau sur l'entièreté du Giro, je pense il a de quoi s'inquiéter. Mais ce qui risque d'être le cas, c'est qu'ils aient pas mal d'étapes sans. Et là, dans ce cas-là, c'est compliqué. Hein. Il a de la marge parce que il a un jump final. Pour moi, il a une assez bonne marge voilà, en temps normal, il a une assez bonne marge. Après, selon les circonstances, à voir. Donc en gros, par rapport à Simon Yates et Miguel Ángel Lopez, Richard Carapace a l'avantage d'être plus constant, hein. On a vu par exemple Yates ce week-end sur le Tour des Asturies complètement exploser sous la chaleur sur l'étape difficile. Et Miguel Ángel Lopez qui est un peu en difficulté dans ce début de saison. C'est vraiment la constance qui est aussi l'avantage de Richard Carapace par rapport à ses principaux concurrents pour toi, Théo. Oui, Constance, et du coup, il a comme a dit Johan, il a des références récentes qui font qu'on a plus confiance en lui. Si vous trouvez tous que Richard Carapace est le favori numéro 1 de ce Giro, Johan, tu nous as cité Romain Bardet. Tu penses que Romain Bardet est capable de quoi sur ce Tour d'Italie? Romain Bardet, c'est un coureur qui est capable de finir sur des podiums de Tour de France, qui est généralement toujours très solide sur les grands tours, sauf si, comme sur le Tour 2020, il chute, il abandonne, quoi. Mais donc pour moi, il est capable de finir sur le podium. Il a l'air plus en forme que l'an dernier. Il a une belle équipe autour de lui. Le côté, ça sera jouer un peu sur l'endurance en troisième semaine et du coup la récupération, pour moi, ça lui convient très bien. Après,
Est-ce que Carapace va être à un niveau accessible pour lui? Est-ce que Simon Yates va pas être super fort comme il sait faire des fois? Il y a toujours ces questions-là, mais pour moi, dans les coureurs qui s'affirment comme étant constants, avec un parcours en plus qui est pas mal typé pour lui et pas beaucoup de chrono, c'est un coureur qui va pouvoir faire de très belles choses et peut-être du coup jouer la victoire. Donc on peut espérer une victoire française sur ce Giro au final? Ah oui, pour moi oui. Bon, bah ça fait déjà du bien de ne serait-ce qu'avoir cette possibilité. Par rapport à ce qu'on a vu de Romain Bardet sur ce début de saison, ses performances récentes justement, notamment sa victoire au Tour des Alpes, c'est ça qui l'inscrit en favori grand outsider, alors qu'on l'avait vu auparavant sur le Tour des Émirats, sur Tirreno, un peu plus en second plan. Bah, de toute façon, il faut arriver en forme au bon moment. Donc là, il arrive en forme au bon moment. Sur le Tour des Alpes, on l'a quand même vu très costaud, notamment aller faire des places au sprint, ce qui est quand même un bon indicateur pour un coureur comme ça qu'il y a de la puissance en réserve. Lâcher tout le monde dans la dernière bosse sur le Tour des Alpes, un peu en force, avec Storer et Rensman qui faisait la gueule dans la roue et tous les autres lâchés derrière. Donc oui, enfin, il semble très costaud. Le parcours lui convient bien. C'est quand même un coureur de grand tour avant tout. Il avait dit dans une interview il y a 1 an, 2 ans, je sais plus, qu'il lui faudrait peut-être une année d'adaptation pour s'adapter aux méthodes d'entraînement chez DSM, un peu le changement d'environnement, tout ça. Bah là, il a l'air d'être rodé du coup aux nouvelles méthodes de DSM. Et on attend de voir ce que ça va donner. Et après justement, Romain Bardet, avec le Tour des Alpes, c'était la deuxième fois qu'il remportait un classement général d'une course par étape. La fois précédente, c'était le Tour de l'Ain en 2013, donc sur sa deuxième année professionnelle. La course de référence en France. Est-ce que Romain Bardet, il est à un niveau qu'on a déjà vu en 2016, 2017, 2018, ou il est encore au-dessus, pour toi? Alors ça, j'en sais rien. Je sais pas ces données de puissance. Non, mais enfin, je sais pas, parce que typiquement, Romain Bardet en 2018 est très très fort sur certaines étapes du Tour, notamment, je me souviens d'Alpe d'Huez où vraiment il fait mal à tout le monde dans toute la montée. Je sais pas s'il est à ce niveau-là ou pas. Donc, c'est sûr qu'il a retrouvé un très bon niveau, mais c'est pas un niveau qui est vraiment perdu. On l'a vu aussi sur le début du Tour 2020 être très costaud sur certaines étapes, donc je sais pas trop si c'est vraiment un niveau au-dessus, en dessous, équivalent. On verra ça du coup au fur et à mesure des étapes. Anselme, qu'est-ce que tu en penses de Romain Bardet avant le départ de ce Giro? Bah, déjà, il est français. Merci. Donc, Oui, mais il est plus dans une équipe française. Ça augmente les chances. donc déjà, c'est un point noir. Et enfin, Bardet, je pense qu'il va être très costaud et il va être dans les plus forts. Mais j'arrive pas à me dire qu'il peut jouer la gagne. Enfin, je le vois un peu, enfin, on va dire, comparer avec des types d'autres époques, comme un Claudon ou un truc comme ça. Il va être là, il répond présent. On se dit pourquoi pas. Mais en fait, il y aura toujours quelqu'un qui va être meilleur. Il sera en retrait. Il y a une étape où il sera y aura moins un bien. Pereiro qui sortira de nulle part. Ouais. Voilà, mais pour moi, il y a forcément une étape ou un truc comme ça où on va se dire qu'il est parmi les meilleurs. Ah, peut-être que Bardet, cette année, c'est son moment. Mais il finira par, que ce soit sur les chronos, ou même s'ils sont pas très longs, ou à côté, ou sur une autre étape où il va être en retrait. Enfin, j'arrive pas à me dire, sur une étape, il va lâcher tout le monde à la pédale. Il y a forcément un truc, enfin, je sais pas, il va peut-être gagner une étape en réglant un autre type à 2, mais je le vois pas lâcher tout le monde et mettre, allez, on va dire 30-20 secondes au gars derrière. Pour revenir sur le contre-la-montre, alors on a dit que il y avait très peu de contre-la-montre, mais est-ce que Romain Bardet, il a pas peut-être aussi progressé dans l'exercice depuis qu'il est arrivé chez DSM? Je regarde par exemple l'an dernier sur la Vuelta, il fait top 20 sur les 2 chronos. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ah, Ouais, c'est compliqué parce que les chronos de la Volta, ils étaient. Je crois, il y avait des bosses, non? C'était pas ouais, tout et ça. puis enfin, Pozzo Vivo, il a fait 3ème d'un chrono sur la Volta, donc Non, ça veut rien dire. Donc c'est pas vraiment une Pozzo Vivo, référence. Pozzo Vivo, il sortait des gros chronos des fois. Ouais, Ouais, Pozzo Vivo, il sortait des bons chronos. Mais non, Bardet, moi, je pense pas qu'il est vraiment tant que ça. Il soit tant que ça amélioré sur les chronos, mais dans Non, et l'absolu, puis ça. il va pas perdre 2 minutes sur chaque chrono, mais C'est il va ça, en prendre fait. 20-30 secondes par-ci par-là, Bah. et il sera pas capable d'aller les chercher en montagne. Un truc qui est bien pour lui, c'est que c'est le chrono d'un dernier jour. Donc c'est un chrono qui sert beaucoup à la fraîcheur, à la récupération, à l'état de forme. Donc pour lui, c'est beaucoup mieux que si c'était un chrono en plein milieu de tour où il perdrait plus de temps. Après, on a déjà vu sur un chrono avec une bosse où il était avantagé, on l'a vu complètement s'écrouler le dernier jour, donc ça tient parfois une seconde. Oui, tu fais référence à chrono du Tour 2017 à Marseille où ça s'est joué pour une seconde face à Mikel Landa. On reviendra peut-être sur Mikel Landa tout à l'heure, c'est vous qui verrez si vous avez envie d'en parler, mais pour finir sur Romain Bardet,
Théo, est-ce qu'on peut croire à une victoire, un podium pour lui? La victoire, j'ai du mal à y croire parce que, en fait, tout le monde à fond en forme. Je pense qu'il est pas dans les trois. Enfin, en gros, il faudrait quand même pas mal de personnes qui soient en méforme, qui aient des jours sans, etc., pour qu'il soit truc. Mais par contre, le podium, je pense qu'il est tout à fait accessible. Parce que bah justement, il est constant, on sait ce qu'il vaut, il répondra normalement présent. Franchement, tu sais, si un Simon Yates il perd 10 minutes sur une montagne, Almeida qui je sais pas moi qui montre des limites et du coup il peut faire je sais pas moi 2 ou 3 derrière un Carapaz. Sincèrement, ça me semble pas improbable comme scénario. Donc non, je pense que comme Johan a dit, ça peut être bien, mais la victoire, ça me semble une marche trop haute pour lui. Mais après, qu'il me fasse mentir, hein. Et tu rejoins Johan sur le fait que ce Giro se joue surtout sur la fin avec des grosses étapes en fin de tour, ça va l'avantager aussi un petit peu. Pas forcément. Bon, après, moi, j'ai tendance à penser que le Blockhouse va quand même faire enfin, et ça va être important d'être bien en forme au moment du Blockhouse. Donc oui, ça joue sur la fin, clairement, mais il faudrait quand même pas être en méforme ou être en quête de sa forme optimale après une semaine, quoi. Je pense qu'après une semaine, si t'es pas à fond, là, ça peut poser problème. Bon, après Richard Carapace et Romain Bardet, on va passer au dernier de vos favoris. Je vais laisser Anselme nous parler d'Alejandro Valverde qui s'aligne sur le Giro, sa deuxième participation pour sa dernière saison professionnelle. Tout simplement, Anselme, pourquoi est-ce que tu as choisi Alejandro Valverde comme favori pour ce Giro? Ouais, déjà, c'est un choix de fanboy absolument assumé. Mais c'est plus que parce que Théo ayant pris Carapaz, je me suis retrouvé avec d'autres favoris que j'avais notés, Almeida, Landa, Lopez, Bardet ou encore Yates. Et j'avais l'impression d'avoir des petits pions devant moi en me disant, tiens, lui, il est premier. Ah bah non, il peut pas être premier. Et j'en recule un. Ah bah lui, il peut pas être premier non plus. Enfin, ils ont tous des faiblesses qui me font dire qu'ils peuvent pas gagner, hormis Carapaz. Donc il fallait que je trouve un autre choix avec un truc à dire. Et donc, bah, je me suis fait plaisir. Et c'est pas, enfin, je me doute qu'il va pas jouer la victoire, le podium non plus. Mais je me dis que le top 5 peut être jouable et au vu des parcours et au vu de la start list. Il a montré dernièrement que bah, la forme était encore là. J'ai souligné qu'on passait une seule fois au-dessus des 2000 mètres, ce qui est un peu sa faiblesse. Donc, ça se trouve, il sera dans le jeu pour la gagne jusqu'à la 20e étape avant de tout perdre. On ne sait pas. Mais pas trop de chrono, c'est pareil à son avantage. Donc, j'ai envie d'y croire pour un top 5. C'est clairement, enfin, s'il gagne le Giro, ma joie ne tiendra plus dans mon petit corps. Enfin, ce serait trop d'émotion. Mais c'est plus, on va dire, un choix par défaut. Tant j'ai du mal à avoir de réels favoris, hormis Carapaz. Tous derrière, ils ont leurs faiblesses, que ce soit leur équipe, leur précédent, on va dire leur inconstance. Puis après tout, on a parlé de la constance, mais Valverde là sur sa carrière, sur sa saison, sur une course. Donc c'est plus, on va dire, fallait donner un nom. J'en donne un, je me fais plaisir, mais le petit cri du cœur. C'est tout à fait ça. C'est plus, on va dire, pour parler de lui. Et justement, par rapport à la saison d'Alejandro Valverde, comment est-ce que tu la jugerais actuellement? Il a remporté par exemple le Grand Camino, fait podium sur la Flèche Wallonne, et en même temps, il n'a pas terminé le Tour de Catalogne où il était mal embarqué. Bah, si c'est sa dernière saison, on peut déjà dire que il s'arrête là. Il n'aura pas fait la saison de trop. Enfin, son début de saison est très bien. Qu'est-ce que ça a été dur de le voir se rasseoir en haut du mur de 8. Mais derrière, il répond toujours présent. Le Tour de Catalogne, on va dire, c'est le seul point noir. Mais c'est ce qui me fait dire aussi que sur tout le reste, il répond présent. Et il n'y a pas de raison que sur le Giro, il soit en retrait. Sachant qu'en plus, ses objectifs ensuite sont beaucoup plus lointains. Donc il devra arriver vraiment en forme et bien préparé pour le Tour d'Italie. Johan, Théo, quel regard vous portez sur Alejandro Valverde? Anselme, un peu dans ce cri du cœur, le voit faire top 5 sur ce Giro. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sérieusement ou Je te laisse dire ce que tu as envie, hein. Non, je sais pas s'il va vraiment être constant en général et faire un top 10 ou si il va être un peu plus éclaté, peut-être jouer les victoires étapes. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être qu'il va faire une bonne place au général. De toute façon, moi je l'attends déjà plus du tout cette saison, donc
À partir du moment où il a failli gagner à Flèche Wallonne, je sais pas trop où il peut aller, quoi. Après, j'y crois pas du tout pour un podium. Top 5, je suis pas très convaincu, mais en soi, je sais pas. Théo, est-ce que tu sais ce que tu peux attendre d'Alejandro Valverde, toi? C'est pas simple, hein, parce que comme Yoann a dit, en fait, il peut se rendre compte qu'il a pas les jambes assez tôt, se laisser décrocher, jouer des étapes, jouer les étapes vallonnées, 7-14, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités. Par contre, s'il se sent assez en forme pour jouer le général, je pense qu'il va faire quelque chose de plutôt pas mal. Bon, la victoire, le podium, on n'y croit pas. Mais le top 5, même quatrième, enfin, il peut y avoir des cas où, bah, en fait, il y a plein d'étapes où il va pas y avoir énormément d'écart en montagne, donc il va pouvoir s'en sortir. Il va peut-être gratter des bonifications sur des étapes vallonnées, peut-être la première typiquement. Enfin, il y a des moments où il peut gagner, gratter des trucs, etc. et s'en sortir sur les étapes qui lui conviennent un peu moins bien. Donc non, typiquement, ouais, un top 5. Mais après, voilà, le mettre en favori, ça me paraît un peu exagéré. Bon, de toute façon, Ansel m'a expliqué que c'était un cri du cœur et que le favori numéro 1, comme vous trois, hein, c'est Richard Carapace. On verra en tout cas ce qu'il en est à partir de ce vendredi. Derrière... Bah oui, moi je suis assez d'accord avec Anselme sur le côté. T'as Kelderman, t'as Almeida, t'as Landa, t'as Yates, tout ça, c'est que des coureurs que tu vois pas gagner. Tu vois peut-être faire des bons trucs, mais t'as du mal à te dire ah oui ils vont gagner, ils vont aller chercher la victoire, quoi. C'est-à-dire que Donc, c'est un peu... c'est-à-dire qu'en gros derrière Carapace, même pour barder un petit peu, tu le disais, tu vois pas vraiment de coureur qui a la carrure, la capacité d'aller gagner. Il faut le dire, c'est que des losers. Hein, derrière. Et c'est typiquement le genre de grand tour où si Carapace disparaît généralement, et ben en fait ça va être ça va être un jeune prometteur qui va débarquer, qui va faire la nique à tous ces types qui se disent c'est leur chance de leur vie. Sauf que là même pareil, derrière il n'y a pas de jeunes où on se dit bah le seul on va dire jeune capable d'aller chercher une bonne place au fort, enfin c'est Fortunato, mais même là, enfin non. Si tu veux chercher un jeune qui va sortir un peu un truc improbable. Ouais, enfin là, ce serait quand même une vraie grosse surprise. Mais enfin voilà, c'est typiquement pour moi le grand tour où si Carapace gagne pas, en fait, ça doit être une surprise la victoire. Ça peut pas être un autre favori. Tu avais cité qui, Johan? J'ai pas entendu, excuse-moi. Timon Arensman. Ok, chez DSM, qu'on a vu bien finir aussi le Tour des Alpes en compagnie de Romain Bardet. Par rapport aux surprises, vous citez Richard Carapace en 2019, est-ce que c'était aussi pas une surprise de le voir gagner par rapport à ce qu'il avait montré précédemment? Un petit peu par rapport à... il y avait Roglic, il y avait Nibali qui était là. Ah si, totalement. C'est une surprise. Donc ça veut dire qu'on peut avoir sur ce Giro un peu ce même scénario. C'est pas forcément le coureur qu'on va attendre le plus qui va gagner. Après, si Kelderman il gagne un Giro, c'est une surprise quand même. Hein. Malgré tout, même si le nom, le truc, c'est même une surprise. En fait, c'est pas une surprise quant à son niveau théorique. Oui, ce sera une surprise parce qu'en gros, Wilkentor, ouais, voilà, il en est capable, c'est possible. c'est clairement ça. C'est vrai que Kelderman n'est pas vraiment un gagneur. Hein. 4 victoires chez les pros, dont le classement général du Tour du Danemark, 2 chronos et le titre champion national du contre-la-montre en 2015, donc c'est pas sa qualité première, mais c'est un coureur qui est souvent bien placé, top 5 sur le Tour de France l'année dernière par exemple. Vous avez cité pas mal de coureurs, hein. Vous aviez évoqué auparavant Simon Yates, Miguel-Angel Lopez, un peu inconstant, des Kelderman, des Almeida que vous voyez pas forcément gagner mais bien placés. On a aussi une équipe qui a un ou deux coureurs, à vous de me dire, qui peuvent faire un bon résultat au classement général, c'est l'équipe Bahreïn. Pas mal de monde attend Mikel Landa, mais il y a aussi Pello Bilbao qui est aligné et qui aurait d'ailleurs le dossard numéro 1 dans l'équipe. Qui sera le leader entre Bilbao et Landa, s'il y aura déjà un leader désigné d'office entre les deux pour vous? Santiago Buitrago. De toute façon, Landa... tu le mets leader, c'est le premier coéquipier qui va être meilleur. On en rigolait l'année dernière. Au final, Caruso, il avait fait deuxième. Après que, Landa, je sais pas, j'ai même plus envie d'essayer d'y croire parce que ça va me déprimer. C'est vraiment, l'année dernière, c'était le coup de trop là quand je l'avais vu allongé par terre. Non, j'ai décidé d'arrêter. Et Bilbao,
Là, j'ai même pas du mal à le voir jouer la game, j'ai du mal à le voir jouer le top 5. Un top 10, pourquoi pas, mais le top 5, je sais pas, il l'a déjà fait pourtant, mais j'ai du mal à me dire que c'est jouable. Théo, qu'est-ce que tu en penses de Mikel Landa? C'est compliqué parce que là, typiquement, son début de saison, franchement, il a pas. Enfin, il a fait un bon Tirreno, mais là récemment, il a pas montré des choses vraiment transcendantes. Donc, je sais pas. En fait, je sais vraiment pas quoi en attendre. Sincèrement, je me dis que vraiment, Bahreïn, ils ont mis Bilbao, Dozar 1, mais ça aurait pu être Landa. Et en fait, ils vont laisser les deux en tant que co-leader et que le meilleur gagne. Je pense que ça va se passer comme ça. Bon, très bien. En tout cas, on a pu faire le tour de pas mal des prétendants au classement général. On n'a pas cité par exemple également un Guillaume Martin, mais on y reviendra quand on parlera des chances françaises. On va à présent se concentrer sur les sprinters. Ils sont pas mal au départ de ce Giro avec pas mal d'opportunités, même si une fois l'étape de Cuneo, la 13e étape, il n'y aura qu'une seule étape qui leur est dévolue. Alors en préparant ce podcast, moi je m'étais dit, je vais vous demander quelle est la hiérarchie un petit peu. Je vous ai posé la question en off, tous les trois vous m'avez répondu, Caleb Ewan, favori numéro 1. C'est bien ça, vous voyez personne vraiment en mesure de battre un Caleb Ewan qui serait constant à son meilleur niveau? Bah, un Gaviria à son top ou un Demar à son top sont capables d'aller le battre, mais le truc, c'est que déjà, Caleb Ewan, constant, meilleur niveau, enfin, c'est compliqué. Oui, parce que si à son meilleur niveau, pas grand monde qui peut le battre. Enfin, s'il est constant à son meilleur niveau, on l'a jamais vu et je pense que pas grand monde pourrait le battre. Donc, ah ouais, mais c'est vrai. Tu réfléchis à chaque fois qu'il était bien lancé, il gagnait. Donc, ou c'est top 2 peut-être de temps en temps, mais vraiment c'était. Mais non, le problème, ça va être la constance de Caleb Ewan, qui je pense quand il sera bien lancé va probablement gagner. Mais il y aura plein d'étapes, probablement pas mal d'étapes, où juste le train va se louper, enfin, il va lui arriver une merde, il va avoir la flemme de sprinter, enfin. Non, et puis même, voilà. le train va le placer bon, et puis on va le lâcher à 170 au lieu de 150 mètres, et puis il va faire sa pique trop tôt, c'est bon. Ouais, mais en fait, moi, bon, alors on va partir de l'autre, mais ce qui me surprend, c'est que dans ce cas, des fois, il arrête de sprinter comme ça, mais par contre, quand c'est des finales en côte qui sont difficiles, où ça doit piquer autrement Ouais, plus non, fort, mais il continue. Moi, je comprends pas ça. Oui, là je pense que tu reviens notamment sur le tour de Turquie où il a remporté la première étape, et après à chaque fois il se relevait un petit peu pour gagner un sprint en côte sur la 6e étape. Donc ça résume un petit peu ce que tu dis Théo, mais au final Caleb Ewan et la façon dont il va sprinter, c'est un peu le facteur X du sprint de ce Giro. Ça dépendra beaucoup de lui, le résultat. ouais, et puis ça dépend aussi des autres, parce que c'est comme pour les favoris pour le général. Enfin, moi j'ai noté à chaque fois, il y a un truc, c'est Cavendish, est-ce qu'il sera au niveau du Tour l'année dernière ou est-ce qu'on va retrouver un autre truc? Nizzolo, est-ce qu'il sa victoire l'année dernière l'a débloqué? Demar, c'est quel Demar? Demar 2020, Demar 2021 qui a du mal à suivre les roues. Gaviria, est-ce que Francfort c'est annonceur d'un retour ou est-ce que on va retrouver Gaviria qui est lâché parfaitement aux 200 mètres et qui sera 60 mètres plus loin? Guilherme qui a gagné Ganvavel Game, qu'on annonce comme un crack maintenant, est-ce que ça va être l'explosion ou est-ce qu'il va être encore un peu court sur 3 semaines? On ne sait pas. Et Van Der Poel, est-ce que c'est un réel sprinter à l'image de son rival Van Aert ou alors est-ce qu'il performe vraiment quand l'étape ou le final est difficile? Donc Ewan, on va dire, c'est le seul qui pour moi a des garanties, c'est sûr il va remporter une étape. Bon alors Anselme a dressé un panorama un peu assez vaste général du plateau de sprinter. Johan, est-ce que tu rejoins Anselme? Qu'est-ce que tu en penses, notamment par rapport à Caleb Ewan? bah oui, c'est un peu comme les favoris en général, c'est une belle bande de losers. Non, je suis désolé. Donc en fait, il y a que Je suis des désolé- losers sur je ce suis désolé Giro, en pour les fait, c'est coureurs, ça? hein, Non, mais Encore là, je suis pas forcément d'accord. Hein. Cavendish, tu peux pas dire que ça soit vraiment un loser, quoi. ah ouais, mais Cavendish, il y a d'autres problèmes. Voilà. Non, mais après Cavendish n'a pas spécialement fait une saison ultra éclatante pour l'instant, donc il va avoir Morkov qui va le lancer de C'est ça. manière parfaite. Moi, Cavendish, le point positif, c'est il y a Morkov. Et Morkov, je pense que Morkov à lui tout seul peut te faire gagner une étape. Oui, voilà. Donc je pense que ils vont chacun aller gagner leur petite étape à un moment ou à un autre. J'ai du mal à voir Ewan tout gagner ou un coureur se mettre à tout gagner. Je pense que ça va être un peu plus inconstant. Surtout que les sprints au Giro, c'est souvent assez bordélique, c'est compliqué à gérer.
Ça va dépendre beaucoup des trains. Est-ce que le train FDJ va réussir à s'imposer et tout dominer? Est-ce que Quick-Step va prendre les devants? Est-ce que UAE va prendre les devants? Est-ce que l'auto va prendre les devants? Donc la bataille, je pense, ça va se faire beaucoup sur les trains là aussi. Il y a beaucoup d'étapes pour sprinter, donc il y aura une belle bataille. Après, c'est compliqué. Enfin, la hiérarchie, elle n'est pas évidente au départ. Faudra voir au fur et à mesure. Alors, pour parler d'un objectif qui attirera certaines de ces sprinters tout au long du Giro, le classement par points, le maillot Cyclamen. Bon, déjà, Caleb Ewan n'a pas forcément pour habitude de viser un classement par points, puis c'est pas dit non plus qu'il aille au bout de ce Giro, sachant que... Oh bah c'est sûr qu'il va pas finir Ce serait le une Giro. première. Hein. Non, je pense qu'il veut pas finir parce que je crois il cherche encore à faire 3 victoires des victoires sur les 3 grands tours la même année. Je crois Ah qu'il oui, veut voilà. pas faire ça. C'est pas comme si l'auto Soudal était en recherche de points, tout ça. Aussi, Non, mais il y a oui, des voilà, cadeaux quand il va d'Arcade faire pour ça. il va faire les 3 grands tours, il y a besoin de points pour essayer de se maintenir sportivement parlant en World Tour pour l'Auto-Soudal. Mais justement, pour revenir sur ce classement par points, est-ce qu'il y a un coureur qui peut se dégager du lot? Parce que vous disiez que derrière Caleb Ewan, il n'y a pas vraiment de coureur qui sort, il n'y a pas vraiment non plus du coup de favori pour le maillot Cyclamen. Bah, Non. c'est dur d'anticiper la hiérarchie des sprints. Donc, quel sprinter va être le mieux placé avant les étapes difficiles? Est-ce qu'un des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, comme Grimet, vont être capables d'être suffisamment forts dans les sprints pour pouvoir aller s'égratter aussi sur d'autres étapes des points et puis se replacer devant? Surtout que, contrairement au Tour de France, je trouve que les coureurs n'arrivent pas tellement sur le Giro en ayant un objectif de maillot à points. Ils sont vraiment là pour les étapes, le maillot à points, ça vient après. Donc, il n'y a pas de coureur qui a vraiment annoncé non plus de vouloir viser ce classement à Nick l'avance. Lolo, mais bon. Ouais. Ça va être compliqué, Ouais, non, même, mais même enfin- s'il le vise, il va avoir du mal à l'avoir. Quand même. Je suis assez d'accord avec ça. Enfin, à la rigueur, tu vois, peut-être un Gaviria qui peut être régulier. Même Girmay ou Van Der Poel, qui ont le profil un peu aller chercher des points là où les autres ne le font pas. Je sais même pas s'ils auront la volonté de le faire. Donc, Après aussi, pour Girmay, ça sera son premier grand tour, Van Der Poel n'a toujours pas fini un grand tour non plus, donc c'est aussi des éléments qui vont peser. donc c'est ça, ouais. Donc, moi, je veux me dire, démarre, ça peut être l'occasion d'aller en chercher un second. Ouais, Demar et Gaviria, pour moi, c'est les deux noms qui ressortent. En fait, on va dire que c'est les deux gros noms du sprint qui, de toute façon, la route, elle est barrée sur le Tour de France pour eux. Donc, autant qu'ils saisissent le plus de choses possibles sur ce Tour d'Italie. Je suis d'accord. Et allez, du coup, on va faire la transition avec les chances de l'eau français sur Arnaud Démare. Arnaud Démare, vous le voyez capable de remporter, donc du coup, peut-être le maillot Cyclamen. Et il peut remporter plusieurs étapes, peut-être aussi, sur ce Giro. Ouais, il doit au moins en remporter une. Ce serait dommage sinon. Johan? Bah, là, s'il gagne pas d'étape, ça devient un petit peu plus compliqué en termes de cap de carrière, parce que là, il va avoir une équipe où il y a quand même 7 mecs sur 8 qui sont là pour lui. Donc, s'il gagne pas d'étape, c'est quand même un gros échec pour son équipe et pour lui. Déjà, la Vuelta l'année dernière, elle fait tâche. Bah, la je trouve. Volta l'année dernière, ouais, c'est un peu le cas, donc faudra pas réitérer plutôt la Volta. Moi, c'est plutôt comme ça que je le verrais. C'est la Volta, faut que ça soit un événement isolé et pas que ça se répète, quoi. Et justement, Arnaud Démare, il a plus gagné de sprint massif depuis une étape de la route d'Occitanie en juin 2021. Il est un peu en manque de victoire. Qu'est-ce qui peut lui manquer? Qu'est-ce qui a pu lui manquer et qui peut peut-être se débloquer sur ce Giro? Bah, une victoire, justement. Enfin, on sait qu'il marche un peu au mental, enfin, à la tête, donc une victoire, ça peut complètement le débloquer. Et par contre, un raté ou une étape perdue pour une demi-roue, un truc comme ça peut au contraire en plus l'enfoncer un peu plus. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que sur les premiers sprints, il perde son train et se fasse enfermer pour finir 15e, Donc pour Démare, les victoires appellent les victoires, c'est surtout ça? je pense. Bah, chez les sprinters, j'ai l'impression que c'est souvent ça, quand même. Un sprinter en confiance va quand même avoir tendance à pas mal scorer. Et alors on parlait d'Arnaud Démare en lui-même. On sait qu'Arnaud Démare compte aussi pas mal sur son train, avec des Ramon Sinkeldam, des Jacopo Guarnieri. Son train, actuellement, à quel niveau il se situe par rapport à la concurrence, selon vous? En dessous de la Quick-Step, qui est clairement la référence dans le domaine. Probablement au-dessus de celui de la Loto, sincèrement. J'ai l'impression que
intrinsèquement, les coureurs, les noms sont peut-être moins ronflants chez Lotto, mais ils ont moins tendance à se perdre. Enfin, Guarnieri et Démare, ces deux gars, j'ai l'impression que ils ont tendance à un peu. Soit Guarnieri a du mal à faire le dernier effort au moment de lâcher Démare, ou alors Démare, tout ça perd des roues. Donc, je préfère un train. Pour moi, un train un peu moins rapide, mais plus serein, plus régulier, c'est quand même positif par rapport à un train qui va être théoriquement plus rapide, mais qui va se perdre et dérailler une fois sur deux. On a déjà vu ça chez Lotto, un train serein et. Autant ça que nous Crépel roule, avec À Anderson, l'époque de c'était pas Marcel mal. Hein. Seberg. Oui, Marcel bon. Seberg ou Greg Anderson, mais voilà quoi. Ça Depuis marche. 3-4 ans, plus trop. Sachant qu'en plus, Caleb Ewan n'aura pas son poisson pilote Jasper De Beust qui a chuté sur le Tour de Turquie. C'est ça. En fait, c'est ça qui me faisait dire que le train était moins bien. Parce que De Beust, en général, vraiment, il fait souvent, enfin, quand il est placé, parce que des fois, il a du mal à se placer, il fait souvent du bon travail. Vraiment, il fait des longs sprints. Enfin, il est vraiment très bon, je trouve, pour lancer. Mais là, je sais pas qui va jouer le rôle. J'imagine un Oui, parce Schwarzman, peut-être? Ou un Kluge. Mais Kluge, lui, normalement, il fait vraiment le rôle d'avant-dernier, quoi. Je sais pas. Bon, en tout cas, pour Arnaud Démare, il y a des chances. Si on fait un petit pronostic à la volée, il peut faire quoi? 1, 0, 2, 3, victoire d'étape? Une étape, on va être optimiste. Non, Non, mais 2 deux, étapes, je sais c'est pas. possible. Ouais, 2 étapes. Ouais. Bon, eh ben, très bien, on note On va dire la première devant Ewan et la deuxième quand Ewan aura abandonné. Sachant qu'il n'y en aura peut-être qu'une chance une fois qu'Ewan aura abandonné s'il abandonne après la 13e étape. Mais on verra au terme de ce Giro, on fera le bilan de vos petits pronostics. Alors, côté français, il y a bien sûr pas Carlo Démare, hein, on a parlé de Romain Bardet auparavant, on va pas revenir dessus. Parmi les grimpeurs, j'ai dit qu'il y avait Guillaume Martin qui s'est préparé spécifiquement pour son premier Giro, il s'est préparé en Sicile, sur l'Etna. Il peut viser quoi? Est-ce qu'il peut viser jusqu'à un top 5 peut-être? Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Anselme? Au-delà du peut-être. Moi, j'ai pas personnellement, il y a plein de globalement la majorité va dire oh il peut pas gagner, qu'il se laisse décrocher, il ira jouer les étapes. Moi j'aime pas du tout cette façon et j'ai pas mal d'affection pour les coureurs qui au contraire vont s'accrocher et batailler tous les jours pour aller chercher même un fond de top 10. Puis j'étais un grand fan des Marzobeldia. C'est comme ça. Et Guillaume Martin, même si j'aime beaucoup le coureur, c'est comme d'autres, j'ai du mal à le voir vraiment au niveau des meilleurs. Sur le Tour de France, on l'a vu parfois très bien se replacer, puis au final, il recule petit à petit. Alors c'est le Giro. J'ai envie de dire, Guillaume Martin, c'est un peu le nouveau Pierre Roland. Et je me dis pourquoi Pierre Roland a fait 4e du Giro. Le top 5 peut être jouable pour Martin, s'il est vraiment en forme et concentré. Le seul, on va dire, le truc qui me fait dire que le top 10 sera peut-être son maximum, c'est que il doit faire le Tour de France après. Et on sait que faire les deux au top de sa forme, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il va arriver vraiment au top sur le Tour d'Italie et le Tour de France, il le fera plus, on va être pas en roue libre, mais un peu en retrait? Ou est-ce que ça va être l'inverse, il sera moins en forme sur le Giro et l'année prochaine. Et sur le Tour de France, il sera vraiment à son top. Je sais pas trop, même s'il a montré l'année dernière qu'il savait enchaîner 2 grands tours à un niveau similaire. Giro Tour, on sait que ça reste très compliqué, que même les meilleurs s'y sont cassés les dents. Donc, en tout cas, justement, Guillaume Martin, c'est ça qu'il veut faire. Hein. Dans l'idée, c'est viser le classement général sur le Giro et sur le Tour de France. Après, ce qu'il avait montré notamment l'an dernier, à faire top 10 sur le Tour puis sur la Vuelta. Donc on verra après, comme tu l'as dit, hein, s'il arrive à faire top 10 déjà sur les deux, ce serait déjà un très bon résultat, tant par son niveau, parce qu'en plus, niveau chrono, c'est, j'ai envie de dire, encore pire que Bardet. C'est largement pire que Bardet. Hein. Pour moi, ça va être une étape. Peut-être une étape, top 5 peut-être, mais on va dire, allez, il va faire 7e. Théo, est-ce que il peut viser le top 5, Guillaume Martin, pour toi? Franchement, j'ai du mal à y croire. Par contre, j'ai justement, en fait, ce que je voulais dire, mais du coup, là, Ansel m'a devancé, c'était qu'il allait faire son meilleur résultat sur un grand tour, en fait. Et sachant que son meilleur résultat, c'est 8e, je le vois bien faire 7e. Je trouve que c'est une place qui lui sied bien pour ce Giro. Et donc, je le vois bien être 7e.
Pourquoi? Parce que on sait qu'il a de la caisse, qu'il peut tenir. Enfin, en tout cas, toujours en partant du principe qu'il va jouer le général à fond. Il a de la caisse, il peut tenir. Et en plus de ça, on a vu qu'il y avait les gens qui étaient au-dessus qui étaient quand même très irréguliers, donc il y a moyen qu'il y en ait certains qui perdent énormément de place et du coup ne jouent plus du tout le général. Enfin, il y a quand même, franchement, voilà, je le vois un peu en retrait des favoris, enfin du grand favori et des gens qui sont un peu derrière, mais pas si loin. Du coup, la 7e place, ça me paraît être bien. Johan, Guillaume Martin, 7e, au-dessus, en dessous? Bah, moi, quand quand on a fait la liste des favoris et tout, je me suis dit, ah, ok, pour le top 10, c'est bon, il sera dedans, il n'y a pas de problème. Donc, il y a pas tant de... Pour toi, c'est très ouvert pour Guillaume Martin? Bah, pour moi, c'est quand même assez ouvert, t'as quand même de la place pour exister. Moi, je vois bien Guillaume Martin faire le Giro que Bardet a fait l'an dernier. C'est-à-dire que quand vraiment faut y aller la pédale sur des pures courses de côte, il va être un peu en dedans. Et Bardet qui avait fini justement 7e. Oui, voilà. Mais d'autres étapes où il va être un peu mieux, sur des courses un peu différentes. Donc, moi, je le vois à peu près dans le même genre de course que Bardet l'an dernier. Après, il pourrait aussi, Guillaume Martin pourrait aussi être le premier coureur à gagner 2 fois au sommet de l'Etna. Oui, puisqu'il avait gagné... Parce qu'il avait gagné là-bas sur le Tour de Sicile à l'époque. Tout à fait, à l'époque où il était encore chez Wanty. Intermarché. Alors, s'il y a un truc dont je crois pas une seule seconde, c'est Guillaume Martin qui va gagner une course de côte à 15 coureurs groupés à 1 km. Il a clairement pas l'explosivité pour, mais ouais, statistiquement, c'est possible. Faut le souligner. Oui, puisqu'il sera au départ. Voilà. Après tout, Ben Tollett peut gagner le Giro. Il est au départ. Oui, après, je suis pas sûr que les bookmakers anglais soient du même avis que toi, mais... mais on verra. Justement, on parlait de victoire d'étape de Guillaume Martin, en dehors de Romain Bardet, Arnaud Démare et Guillaume Martin. Pour le reste des coureurs, est-ce qu'on peut avoir un Français qui va aller chercher une étape en baroudeur, hein, ça va être probablement. Est-ce qu'on peut avoir une victoire d'étape française? Oui. Oui, Johan. Déjà, chez AG2R, t'as Calmejane qui est là pour essayer d'avoir une victoire sur chacun des 3 grands tours. Il est d'ailleurs dans la même situation que Romain Bardet. Hein. Ils font partie des coureurs à viser. C'est un peu plus crédible pour Romain Bardet, mais voilà, il y a toujours lui qui allait chercher. Il y a Nance Peter qui a déjà gagné une étape sur le Giro, qui est pas en si mauvaise forme que ça, qui revient pas si mal, qui peut toujours faire des trucs. À la limite, moi, ceux que je vois un peu plus jouer, c'est ceux du côté de la Cofidis. Pierre-Luc. Tu rigoles, mais honnêtement, Pierre-Luc Périchon sur l'étape de moyenne montagne, un peu plus ouvert que sur un Tour de France, hein, forcément. C'est pas un coureur qui est impossible qu'il a gagné. Après, je sais pas quelle liberté il aura, mais honnêtement, c'est le genre de coureur qui peut gagner. Un Anthony Perez, pareil, très bon baroudeur. C'est des coureurs qui, pour moi, peuvent aller... surtout que Perez, il est en forme. Enfin, il a gagné la Loire-Atlantique. Sur une étape un peu casse-pattes, c'est typiquement le genre de course où il peut aller régler un groupe en costaud. Donc, même sur une étape de montagne, hein, s'il n'y a pas trop de monde dans l'échappée. Après, sur l'étape de montagne, je me dis que sur ces jours... L'an dernier, c'est sur... c'était quoi? C'était pas le Pla d'Alès, c'était... où il était en échappée avec le Portet. Le Portet, voilà. Où si l'échappée va au bout, c'est lui qui gagne, quoi. Donc, après... Ouais, je sais pas, sur le Tour d'Italie, là, j'ai envie de dire, théoriquement, souvent, t'as des petits grimpeurs, des style Jefferson Cepeda ou un Chavez qui sera dans l'échappée. Ouais, mais ça dépend de comment le début d'étape. Si ça part sur du plat, après, c'est des mecs qui sont cramés aussi. Ouais, je sais pas. Ça, c'est comme Tratnik qui se retrouve à jouer à la victoire au Zoncolan. Oui, après, Tratnik, c'est Tratnik. C'est uniquement sur le plat qu'il a réussi à jouer la victoire sur Zoncolan. Il a cramé. C'est sûr que Cepeda, si tu roules à 45 de moyenne avant, il arrive pas en haut, mais en termes de grimpeur pur. Après, le Giro, c'est aussi le grand tour où tu peux avoir des surprises. C'est l'autre Cepeda. C'était Cepeda à l'Etna aussi. C'était IF avec leur maillot avec le canard. C'est pas Caicedo? Oui. Caicedo. Ah, Caicedo. Non, l'autre Cepeda, il est chez Cairol. Enfin, c'est le type de coureur qu'on peut voir gagner sur un Giro en surprise. Et je vois plus ce type de coureur gagner là, le pur grimpeur souvent équipier qu'il est dans l'échappée, qu'un Anthony Perez en haute montagne. Mais en tout cas, Caicedo n'est pas prévu au départ du Giro, mais oui, je vois un peu l'idée derrière ce que tu racontes, Anselme.
Avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. Avant de se quitter, un petit pronostic. Qu'est-ce que vous voyez maillot rose au terme de la première semaine de ce Giro? Comme on l'a dit, on aura notamment eu les arrivées à l'Etna et au Blocos sur ces 9 premiers jours de course. Anselme, pour commencer, maillot rose au bout des 9 premières étapes. En vrai, je sais pas du tout. Du coup, je vais faire un prono complètement à côté parce que tu as parlé de victoire sur les 3 grands tours. Et bah, je me dis que celui qui peut y arriver cette année, c'est Mollema. C'est gentil de répondre à côté, en tout cas. Oui, comme ça, je fais un prono quand même. Merci pour ta tentative. Théo, est-ce que tu vas me répondre ou est-ce que tu vas répondre à côté? Mollema, non, je vais dire Simon Yates, parce que je pense qu'il va être bon en début de semaine. Ça lui est déjà arrivé d'être bon sur les premières semaines, puis après de s'écrouler. Ça peut se passer pareil. Et Johan, pour finir le tour de table? Almeida. Almeida, très bien. Avec le chrono, ouais. Avec ce que vous avez caractérisé, un coureur inconstant et un coureur qui a pas forcément la carrure pour aller gagner le général. Il n'est pas si inconstant que ça sur les Giro des dernières années, mais... Je parlais le côté inconstant pour Simon Yates, c'est le côté pas capable d'aller gagner pour Almeida. C'est un petit peu, pour résumer, ce que vous avez dit sur ces deux coureurs. Du coup, on vérifiera ce que vous avez dit, vos pronostics déjà dans le prochain podcast. On se donne rendez-vous lors de la deuxième journée de repos, on va pas dire la première parce que c'est pour faire le trajet entre la Hongrie et la Sicile, mais donc après les 9 premières étapes de ce Giro, on se retrouvera pour le prochain épisode de Chasse Patate. On suivra bien évidemment vos pronostics, Johan, Théo et Anselme. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie ce soir pour ce podcast. Et bien évidemment, on vous fera suivre le Tour d'Italie sur notre compte Twitter en live tweet avec aussi également cette semaine, on n'oublie pas les 4 jours de Dunkerque. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter donc, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.